Voici l'heure de l'interview de State Alchemist pour la chaîne Nébulaire. Plus une œuvre est culte et plus elle est parodiée. Généralement, de nombreux auteurs y voient un signe positif, sauf vraiment en cas de débordement. Saint Seiya a fait l'objet de nombreuses parodies au Japon, des doujins par rapport au côté androgyne de beaucoup de personnages, ça avait son petit effet chez les fans. En France, nous n'y avons pas échappé. Alors, les plus anciens se rappelleront de la parodie du troisième film nommé Dagobert Saint Seiya, parodie que j'avais découvert bien plus tard et qui avait un peu vieilli selon moi. Ah, tu crois que c'est marrant d'en prendre plein la gueule à longueur d'épisode pour les bons yeux d'une simili-déesse frigide? Oula. J'en ai plein le dos de cette histoire, pour ne pas dire de cul, parce qu'on a dit qu'on ne dirait pas de combo. Il y avait aussi Saint Seiya Gaga, mais là par contre je confesse que je n'aimais pas vraiment. Malheureusement je n'ai plus aucun extrait disponible pour indiquer pourquoi. On peut aussi citer Lost Saint Seiya. Est-ce que tu crois que cet horoscope dit vrai? Écoute Iki, quand j'ai les yeux fermés ça veut dire que je dors, alors je vais te dire une phrase de 3 lettres. Ferme ta gueule. Et même très dernièrement Abridged Dimension qui semble très prometteur. Te lâche, tu vas au tapis et je récite mon monologue de victoire, hein, ok? Par le passé nous avions également eu droit aux vidéos de Gotowan qui étaient sympathiques. Hey Candy, ça boum? Oh. Prends, ils font péter le budget. C'est la pure classe, non? Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Enlevez vos manteaux. Et hop. Bien comme ça. Putain, vous auriez pu mettre un slip. En bande dessinée, il y avait une tonne de parodies. Alors pour moi, la meilleure était sans conteste Kimangumi Sanctuary, une BD mêlant habilement le monde loufoque de Kimangumi, alias le collège Foufoufou, avec celui de Saint Seiya. C'était bigrement intelligent et surprenant de voir que Shun était représenté par le personnage de Reietsu, alias Ted en VF, alors que tout le monde aurait pu croire qu'il serait incarné par Monohoshi, alias Dan. Nous avions également eu droit à l'excellente BD Le Zéro Absolu. Mais tout ça, c'était avant le 13 novembre 2009, car sortait CDZ Abridged, une parodie réalisée par State Alchemist. L'auteur était déjà connu pour avoir réalisé d'autres parodies. Il avait pour la première fois parodié Saint Seiya en 2006, et on ne pouvait que constater ses incroyables progrès en montage. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer pour rendre hommage à sa parodie. C'est l'heure de l'interview de State Alchemist sur la chaîne Nébulaire. Alors déjà pour commencer, avant de commencer CDZ Abridged, connaissais-tu d'autres parodies de Saint Seiya? En vidéo, je me souviens des Lost Senseiya de Ganesh 2, qu'il avait posté quelques jours avant ma première parodie sur les Chevaliers du Zodiaque, ce qui fait que je me suis senti bien couillon, et complètement oublié le nom des auteurs. En BD, il y a dû en avoir des tas de parodies qui ont été publiées. J'ai en tête un one-shot où les chevaliers affrontaient le dieu Dionysos, et aussi une parodie d'origine hispanique ou brésilienne, ou alors je confonds avec une parodie de DBZ, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai jamais été tenté de les acheter, j'ai juste peut-être feuilleté 2-3 pages. Pas à mes sensibilités, je vais pas accrocher, même si je suis fan de l'œuvre parodiée, ça va pas me faire rire quoi. C'est peut-être un peu pour ça aussi que j'ai fait mes propres vidéos, mes propres parodies. Comme ça j'ai le type d'humour que j'aime bien, et aussi l'univers que j'aime bien. On taillera une bavette plus tard. J'ai un chevalier d'or sur les bras et il en a dans le ventre. Très vite, de nombreuses répliques, pour ne pas dire toutes, sont devenues cultes. Par exemple, dans mon cas, il n'est plus possible pour moi de revoir la scène où Deathmask stoppe d'un doigt un coup de pied de Shiryu sans y entendre une musique de cirque en fond. T'attendais-tu à ce qu'au fil de tes années, tes répliques deviennent cultes? Il a un pouls. Apportez du shampoing! Sadique. Oui, je sais. Pas vraiment, même si j'essayais tant que possible de soigner l'écriture des dialogues pour les rendre les plus originaux possibles. Après, les répliques cultes peuvent le devenir à cause du jeu d'acteur, de la voix ou juste du texte. Donc on ne sait jamais vraiment ce qui fera réagir les gens. Par exemple, le « je suis un dingue » d'Iki, c'était une phrase toute bête, sans jeu de mots ou double sens. Mais on me l'a tellement ressorti en commentaire que je l'ai choisi pour faire un t-shirt. Si
Si c'était à recommencer, quelles sont les blagues que tu supprimerais? Je vais être très égoïste, je supprimerai les blagues qui ne me font plus rire moi-même. Je pense à certains passages avec du texte à l'écran, par exemple. Le symbole phallique du sceptre de Saori dans l'épisode 9, ou la représentation de la fécondité dans l'épisode 4. Je veux dire, c'est de la blague de cul tirée par les cheveux, donc c'est franchement pas terrible quoi. Faut comprendre qu'à l'époque, je tenais absolument à mettre le plus de vannes possible dans mes épisodes. Même des vannes toutes nulles, parce que j'avais peur en fait de perdre, pu me permettre quelques secondes sans blagounette, ou alors juste mettre des bruitages un peu rigolos quoi, ça aurait suffi. Oh le con! Un autre truc que je regrette, ce sont les références qui tombent peu à peu dans l'oubli. Le Leroy Jenkins dans l'épisode avec Shaka, c'était déjà du vieux mème de l'internet quand j'ai posté l'épisode. Et franchement, je suis pas sûr que les spectateurs qui ont moins de 30 ans, ils captent la 2009. Parce que c'était dans l'actualité. Mais maintenant, il faut se remettre dans le contexte de l'épisode. Ça perd en... C'est tout simple, en fait, ça perd en efficacité. Je supprimerai aussi le clin d'œil à Naruto à Bridge dans l'épisode 6, parce que c'est typique, le genre de gag dont moi-même, je vais finir par oublier la signification. Parce que ça fait des siècles que j'ai pas regardé Naruto à Bridge, quoi. C'est pas bien, c'est méchant de dire ça, mais j'ai plus envie de regarder cette série et je vais finir par oublier pourquoi il y a un personnage de Naruto qui dit « Ah, touché !» Ensuite, en plus subtil, il y a aussi Seiya, dans le même épisode, qui dit n'avoir jamais été enterré. Alors qu'en fait, c'est le premier truc qui lui arrive quand il est face au Chevalier d'Argent. Donc c'est une phrase, elle est marrante, mais c'est une erreur de continuité, je trouve. Et c'est franchement pas le genre de truc que je ferais maintenant. Maintenant, je ferais super attention pour que ce soit et drôle, mais que ce soit quand même de la référence qui tienne par rapport aux fans, quoi. Et puis toujours sur l'épisode 6, qui décidément est une merveille d'écriture, il y a la blague sur la tapisserie moche quand on voit l'attaque de Shaka. Sauf que c'était déjà une blague comme ça dans l'épisode 4, quand on voit le décor de la maison du cancer. Et c'est pas fait exprès qu'il y ait la seconde référence fasse écho à la première. Mais voilà, si je devais supprimer, ce serait ça aussi. Mais il y a quelques formulations de blagues qui mériteraient d'être revues, notamment par rapport à Sean et son ambiguïté sexuelle. J'avais repris bêtement les vannes faciles qu'on voyait sur Sean, sans forcément aller plus loin et réfléchir à ce que j'enregistrais. Et ça a parfois amené un mauvais public et un mauvais esprit, en perpétrant de l'homophobie de base. C'est même pas le thème des blagues qui m'embête, vu que Sean est réellement ambigu. C'est juste l'écriture ou la chute de certaines scènes qui maintenant me font tiquer. CDZA c'était il y a plus de 10 ans, donc naturellement j'ai plus le même état d'esprit qu'à l'époque où j'ai écrit tel ou tel gag. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à se remettre en cause de temps en temps, surtout quand on a fait un truc très très moyen. Tu avais indiqué avoir regretté cette réplique. Ton information, c'est moi qui t'ai eu los 100 pièces il y a 13 ans. C'est vrai? Waouh! Son frère le lion n'a pas de portée dans son cœur. Oh, depuis le temps de la couler sous les ponts. J'aurais ta peau, espèce de fils de pute! Celle-là, c'est un cas particulier. Le timing est bon, l'intention est bonne, l'émotion d'ailleurs est bien retranscrite, mais avec le recul, la formulation est inutilement vulgaire et ça me gêne. Non seulement c'est mal poli, mais c'est archi banal. J'aurais dû trouver une alternative ou un calembour à mettre à la place, même si au moment d'écrire, ça me paraissait la solution la plus efficace. Un de tes buts était de faire connaître les séries abridged en France. Penses-tu y être parvenu ou ton succès est isolé? Comparé à l'âge d'or des abridged series anglophones vers la fin des années 2000, où tous les animés étaient parodiés de façon plus ou moins bonne, et ben en France c'est resté très confidentiel, alors que pourtant on est censé avoir une culture du manga très poussée. À part les séries abrégées sur Death Note et JoJo's Bizarre Adventure, ainsi que quelques traductions de DBZ Abridge et Yu-Gi-Oh! Abridge, ben franchement j'ai jamais vu les séries abrégées percer en français quoi, c'est dommage. Alors après il y a les limitations matérielles. Encore maintenant c'est pas facile de maîtriser un bon logiciel de montage, de trouver un microphone, et il faut apprendre la technique, ça prend du temps. Surtout que les tutos et les logiciels sont pas tous en français, alors ça limite la diffusion auprès des francophones. Je pense aussi qu'il y a eu une incompréhension du concept. J'ai vu pas mal de projets estampillés abrégés, qui finalement c'était du détournement classique, avec des blagues classiques, sans lien narratif. Or, une série abrégée, ça consiste aussi à raconter l'histoire du dessin animé, pour faire marrer les fans de la première heure tout en faisant découvrir aux nouveaux venus. Moi-même, j'ai découvert des séries animées uniquement grâce à leur version abrégée sur le YouTube anglais. Berserk, Gantz, Hellsing...
J'ai juste vu les versions parodiques. Les abridged series, c'était phénoménal. Tu pouvais découvrir des trucs super longs, mais genre en 2 heures, voilà, t'avais le synopsis, tu savais si ça te plaisait, si tu pouvais acheter les DVD ou les mangas. Mais il n'y a pas vraiment eu ça en France. Et c'est un peu ma faute, je pense, parce que le fait que j'ai commencé CDZA par les Chevaliers d'Or plutôt que par les Guerres Galactiques, ça n'a pas aidé à faire comprendre l'importance de raconter l'histoire dans ce type de parodie. Enfin, et ça c'est une perception que j'ai l'impression que pas mal de personnes ont cru que j'avais le monopole du concept. Parce que j'ai eu bien plus de commentaires me demandant « Eh, tu peux parodier ceci, tu peux parodier cela », que de commentaires qui allaient dire « Ah, j'ai trop envie de parodier ceci » ou alors « Je vais parodier cela ». C'est ballot parce que moi à la base je voulais faire mes petits épisodes sur les Chevaliers du Zodiaque pour montrer à quoi ça ressemble une abridged series, et puis après voilà, je posais les pieds sous la table et puis j'attendais que les autres fassent suivre le mouvement. Sur un forum, tu avais indiqué avoir hésité à faire une blague autour de Lost Canvas, au moment où Seiya voit sa vie défiler avant d'être secouru par Marine. Oui, alors si je me souviens bien, j'avais l'idée que Seiya il ait un flashback de ses vies antérieures, dont naturellement celle de Tenma dans The Lost Canvas. Ça aurait été un clin d'œil qui ne connaissait que la série Senseiya des années 80 et ils auraient manqué. Ça leur aurait passé au-dessus de la tête. Et ça aurait fait perdre le rythme du visionnage, et ça aurait été dommage. Dans la version finale de l'épisode, Seiya il a un flashback d'un souvenir de Saori qu'on a vu dans le premier épisode de CDZA. C'est absurde, c'est inattendu, et on est sûr au moins que le public qui a vu tous les épisodes de la parodie, ben il aura la référence quoi. Cela me rappelle... Est-ce que c'était la seule fois où tu avais envie d'insérer d'autres séries ? À l'époque, on n'avait pas autant de spin-off et tout ça, il n'y avait pas la légende du sanctuaire, il n'y avait pas la série Netflix, où il n'y avait pas non plus Santia Show. Donc j'avais moins d'options, de base j'avais moins d'options. Mais en général, j'ai pas écrit grand chose sur les spin-offs ou les suites. À tout casser, je crois que j'ai fait 2 blagues sur l'épisode G par exemple. Ceci dit, pendant le processus d'écriture de l'épisode 13, j'avais toute une séquence à envoyer Seiya dans une autre dimension. La 3e dimension. Mais le rythme sur la piste de montage, il était pas génial. Ça prenait bien 10 secondes pour entrer et sortir de la scène. Et puis les extraits PS2 que j'avais récupérés n'étaient pas facilement exploitables. La synchronisation labiale, elle aurait été pas terrible. Donc, j'ai préféré jeter ça et puis passer à un autre type de blague. Tu étais tout seul à effectuer les voix, beaucoup plus simple à gérer en effet. C'était vraiment inouï de faire la connaissance de ton large catalogue de voix. Comme tu l'as souvent souligné, les voix d'Iki et Saori ont été difficiles pour toi. Alors qu'en était-il du grand pop et de ton imitation du regretté Maurice Sarfati ? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu trop de problèmes pour faire la voix de Saga. Du moins, pas plus que les autres personnages. Faire une voix différente de son timbre naturel, ça fatigue toujours, et sur la durée, j'ai eu du mal à tenir tous les personnages qui parlaient trop longtemps dans tel ou tel épisode. Mais pour revenir sur Saga, je ferai remarquer que comme pour Shun, plus on avance dans la série, plus je m'éloigne de l'imitation pour obtenir une voix presque originale, que je maîtrisais plus facilement en tout cas. Plus une personne connaît son support, je songe tout particulièrement à Iki lorsqu'il pense avoir vu jadis Shaka, et je pense que ce type de référence est l'une des clés de cette réussite. Sur ma chaîne, sur l'épisode des 10 anecdotes, quelques abonnés comprenaient alors la blague que tu as faite sur Camus à ce propos. Si maman est encore là, elle vous... Ah, ne commence pas avec ta mère. Ce n'est quand même pas un petit chevalier génial tel que toi qui va m'apprendre mon métier. Eh oui, je connais votre terrible secret. Et ça me dégoûte. Oh, alors la blague sur l'armure de Camus, celle-là elle était quand même bien poussée, car ce n'était pas dit que même tous les fans connaissaient l'anecdote du concours de dessin d'armure. Ça n'a pas aidé non plus que j'ai mis un âge au hasard, parce qu'en fait je n'ai pas trouvé de véritable info sur le gagnant du concours, je ne savais pas s'il avait 15 ans, 8 ans, 7 ans ou quoi. Mais les références pointues, c'est à double tranchant. Il faut les intégrer et les formuler pour que même celui qui n'a pas l'info, il puisse suivre la scène. Sinon, encore une fois, il y a une perte de rythme et tout et tout. Or, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour la référence à l'armure de Camus, qui est un tout petit peu, pointue. Alors, parmi toutes ces références pointues autour du manga, laquelle est celle dont tu es le plus fier tout simplement ?
J'aime bien celle de l'Athéna exclamation et celle de Shina qui protège Seyar ou les membres de sa famille. Sinon, en plus discrète, je soulignerai les références à la traduction française du manga aux éditions Kana. Comme par exemple les « Oh mais tu es » qui reviennent super souvent, ou alors le rire en « Fu 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 ». Oh mais tu es... L'épisode 9 m'avait étonné à l'époque et maintenant je le trouve assez logique puisque tu te revendiquais manga Foinley. En effet, j'aurais pensé que tu déroulement du manga. Les épreuves d'Aioros, j'ai hésité à les mettre pendant au moins 3 secondes. Parce que sur le papier, ça n'aurait pas dû être un souci. Tout le déroulement de la maison du Sagittaire tient en un seul épisode, là où t'as des combats contre certains des Chevaliers d'Or qui s'étalent sur 3 épisodes. Du coup, en toute logique, j'aurais pu caser facilement tout en 10 minutes. Sauf que tout, c'est quoi? Tout, c'est le flashback d'Aioros avec le pop, le flashback avec Mitsuma Sakido, les bronzes secondaires qui se parlent avec Tatsumi, faire revenir l'armure d'or dans la maison, réintégrer Shun et Yoga, finir sur le testament du mur avec les bronzes qui sont tout tristes. Si j'avais dû ajouter en plus de tout ça des épreuves avec des décors différents avec chacun des chevaliers de bronze qui disparaît, j'aurais dû bâcler ou alors faire un épisode en 2 parties. Mais comme je tenais absolument à garder le format une maison égale un épisode, j'ai préféré jouer avec le montage et les angles de vue pour virer l'entrée du souterrain, ainsi que les épreuves donc, et passer directement au testament d'Aioros. Et puis j'avais la flemme de chercher de bons bruitages pour le passage où il y a de l'eau qui s'écoule. Parce que tu n'as pas les chevaliers inventés qui viennent te pourrir la mythologie avec des constellations bizarres, tu n'as pas le frère du grand pop, tu n'as pas des chevaliers en mode Transformers qui interviennent dans des scènes importantes. Quand tu veux abréger une histoire, mieux vaut de base partir de la version de l'histoire la plus simple. Ceci étant, quand j'avais des bons gags à faire, des bonnes références ou quoi, je me suis permis de garder des éléments de fillers comme par exemple le Chevalier Cristal. Le bouche à oreille s'est semble-t-il passé lors de la Maison du Cancer. Les épisodes 7, 8, 9 et 10 t'ont pris 3 mois par exemple, en raison de ton planning qui devenait délicat. Il y a eu plusieurs facteurs expliquant les sorties de plus en plus espacées. En premier, les retours du public sur ma diction. Parce qu'on a beau écrire un super texte, si on mange ses mots, personne ne le comprendra le texte. Alors, au lieu d'enregistrer tous mes dialogues en un après-midi en 2 fois, et de refaire chaque réplique jusqu'à avoir la meilleure prononciation possible. Et c'était un processus très très long du coup, et c'était pas aidé par du matériel d'enregistrement qui était quand même très médiocre à l'époque. Et aussi par les problèmes de gorge, qui devenaient plus fréquents, parce que vu que j'enregistrais plus longtemps, j'avais plus souvent mal à la gorge, donc j'enregistrais, c'était le bordel. L'autre facteur, pour faire simple, j'avais pas accès à la base à un espace insonorisé, et je ne pouvais plus me permettre de crier